Votre magazine de découverte est à Samoin cette semaine. Vincent Ferniaud, son équipe et ses invités vous font prendre de l'altitude pour découvrir d'un seul coup d'œil toutes les Alpes. Un grand coup d'œil circulaire, mesdames et messieurs. Regardez cette belle nature qui nous entoure ici à Samoin, en Haute-Savoie, où nous sommes depuis plus d'une semaine maintenant. Et parce qu'il a appuyé sur le buzzer au bon moment, qu'il a répondu à la question, il revient en deuxième semaine. Stéphane Thévaux. Merci beaucoup. Ah ouais, non, j'ai bien joué la semaine dernière. On m'a même envoyé une tringle à rideau. Ah, je suis très content, vraiment. Ah non, Stéphane, c'est nous qui sommes récompensés de t'avoir une deuxième semaine. T'es trop gentil. Non, c'est vrai que dans cette région qui ne te vit pas naître, mais qui te vit t'installer voilà, quelques années. Hein, oui, oui, j'étais déjà tout petit quand je venais dans le coin. Ouais, c'est ça. T'es tombé amoureux de la montagne. Bon, depuis l'âge de 4 ans, je viens très régulièrement et puis installé ici maintenant depuis 11 ans. Oui. Voilà, depuis 4 ans et depuis l'âge de 6 ans par ses propres moyens, hein, oui, en peau de phoque. Tout à fait, tout à fait. Ça faisait quand même quelques heures depuis Paris. Stéphane Thévaux qui a délaissé sa maison de France 5 et qui est monté à peau de phoque depuis Annecy, le lac Annecy, oui. qu'on découvrira au milieu de cette équipe magnifique, celle de Midi en France, mesdames et messieurs. Vous les connaissez ? Ah oui. Ah oui, ça mérite. Ah oui, quand même, oui. Et on en raffole. Jean-Sébastien Petit-Demange. Allez donc, là, c'est quand même le top du patrimoine du tourisme. Petite carte ? On attaque avec ça ? Ah ouais. Parce que depuis hier, nous sommes à la découverte dans cette région Auvergne-Rhône-Alpes de toutes les Alpes. Alors, les Alpes, ça vient d'un mot gaulois qui signifiait montagne élevée. C'est pas faux, il futait le gaulois. Hein. Parce que toi, t'es assez versé dans le gaulois. Hein. Absolument. Massif de 1200 km de long sur 280 km de large, qui a été formé par la collision de deux plaques continentales, la plaque eurasienne et la plaque africaine. Ça a commencé il y a 160 millions d'années. Ça a duré 110 millions d'années pour former cette merveille. Et là, je me dois de dire, on est bien peu de choses. Là, je suis, mesdames et messieurs, mais comment dire, abasourdi par ce puits de science. On imagine la plaque africaine, là, les Africains qui tapent dans les Eurasiens, puis ça fait les Alpes. Non, mais et ça, c'est 160 millions d'années. Hein, oui. Ça ne rajeunit pas, mon gars. Il s'en est passé des choses en télé depuis. Ça donne Mais Michel Drucker est toujours là. Ça donne le tournis, je trouve ça flippant, moi. Églantine Émeillé, mes chers amis, qui nous a... Ah, Églantine, l'ami des animaux depuis un peu moins longtemps que 160 millions d'années. Hein. Oui, heureusement. Hein. Aujourd'hui, je vais vous emmener faire de la randonnée dans la neige avec des chiens, bien sûr, et pas n'importe lesquels. Vous allez adorer. Hein. Quand vous allez les voir... Tu te fais tirer par les chiens ? C'est ça. À bout de bras ? Non. Non, tu verras. On les accroche là. Bon. D'accord. On les accroche au ventre ? Oui. Bah dis donc, il ne faut pas qu'ils s'emballent alors. Faut suivre. Entendu. Mes amis, Camini, le spécialiste de la langue vernaculaire et autres langages parlés, locaux, patois, langue régionale. Mais oui, adieu Vincent, adieu mon cher public, adieu bon, je crois qu'on s'en va alors, c'est ça? Et non, adieu, c'est pour dire bonjour en savoyard. Oh là là. Voilà, je ramène un peu ma plaque africaine. Moi aussi, je participe à la création des Alpes. On va parler ta plaque, t'as raison. On va parler le savoyard, le sabaudisme aujourd'hui. Donc je vous dis à tantôt ou bien. C'est ça, on dit ou bien aussi. Voilà, bon, à tantôt ou bien. Voilà. Ou bien autre chose, quoi. Ça veut dire, évidemment. Laurent Guillaume. Alors, comment vous dire, Laurent Guillaume, qui pour nous incarne la montagne, hein, Stéphane, t'es d'accord? C'est l'homme des crêtes. Hein, c'est l'homme des crêtes. Et en même temps, ce soleil qui est accroché dans notre ciel, hein, depuis que nous sommes ici à Samoin, c'est à lui qu'on le doit. Exactement. C'est Monsieur Météo. Mais je l'ai fait venir et puis il restera pendant 15 jours. Ah oui, c'est prévu, c'est comme ça. À peu près. Voilà. Merci beaucoup, Laurent. Non, mais de rien, c'est naturel. Cet homme est un concentré de globules rouges. C'est ça. C'est vrai. Hein. Et toujours en altitude. Oui, c'est vrai qu'il y a toujours du soleil ici grâce à lui, hein, si vous le regardez sur la météo. Oui, il trouve toujours du soleil. Où qu'on aille en France, il trouve toujours du soleil. C'est merveilleux. C'est comme un sourcier, mais pour le soleil. Nathalie Schran-Guirma, qui est un peu le soleil de ce plateau. Regardez, qui rayonne sur nous tous. Alors, j'ai une petite tisane que j'ai apportée avec moi parce que là, aujourd'hui, ça va être une chronique consacrée au bien-être Made in Savoie. Plein de produits, mais uniquement fabriqués en Savoie. C'est un thé spécial, là? C'est une tisane extraordinaire. Ah oui, tu peux dire à quoi? Plein d'odeurs différentes. D'accord, ok, bon. On voit déjà que c'est bossé, là. On va en savoir plus tout à l'heure. Mes amis, juste pour vous dire, il y en a un qui est loin de s'amuser de galéger, mais qui travaille d'arrache-pied à côté de moi. C'est Johan Comte, c'est le chef. Ça s'applaudit, un chef qui travaille. Johan, salut Johan. Bonjour, ça va? Il a déjà la poche à douille.
Et ça signe les grands chefs. Alors, Johan, il est en train... Qu'est-ce que tu prépares, Johan? Attends, je vais prendre ma petite caméra. Qu'est-ce que tu prépares, là? Des petites gourmandises pour tout le monde, pour que... C'est des madeleines, après ça vos belles histoires. Madeleine au parmesan, parce que c'est vrai que... Puisqu'on a fait la petite tranche de... Mini-madeleine. Mini-madeleine, ouais. Des mini-madeleines de parmesan. Au parmesan, puisqu'on fait la partie... recette est quasiment finie ou quoi, là? Non, là c'est pour que tout le monde puisse déguster tout à l'heure. C'est pour agrémenter. Exactement. Et puis comme ça, on pourra le refaire à la maison pour l'apéro, parce que c'est très sympa, Alors, très gourmand. Et pour la page d'histoire, on fait partie de l'ancien comté de Nice et de Savoie. Donc, on Attends, marie... bouge pas. Parce que là, je voulais, pour une fois, parce qu'on n'a pas... Vas-y, continue. On n'a pas l'habitude, mesdames et messieurs, de plonger dans le cœur d'une poche à douille. Ah oui, c'est vrai que c'est beau. Hein, et ça, c'est magnifique. Et voilà, ça c'est quelque chose que vous ne verrez jamais en télévision. Ça. Vincent, quelle est la recette du jour? Ah oui, quelle est la recette du jour? alors là, on va parler d'asperges. Ah oui. Asperges fumées au povo de sapin. Povo dans la vallée de Manigot. La povote, c'est la pomme de pain, en fait. Exactement. Enfin, le cône. Putain, mais bien. Ah bah dis, oh. Et on va la fumer, on va faire un coulis de sarriette. Pour agrémenter tout ça en salade. Un quoi? Un coulis de sarriette. Un Sarriette, coulis de c'est une herbe de rocaille qui est très similaire au thym. Ouais. Et mais qui est avec très un goût frais, un peu poivré, piquant. Ouais. Ouais, c'est super, Tout à j'adore fait. la sarriette. Mes amis, on va se régaler. Inutile de vous dire que Johan Comte, très grand chef, 2 étoiles Michelin, est installé au bord du lac d'Annecy. Il le connaît, Stéphane. Hein. C'est une très belle maison. C'est une très belle maison et je dirais encore plus beau chef. Oui, Hein? non, c'est un ravissement pour les papilles. Mes amis, nous sommes ici aux portes du Chablais. Hein, en Haute-Savoie, et on va visiter un petit peu les alentours. Absolument. Camini, si je te dis flénose. Bah, la flénose, vu comment ça sonne, on pourrait croire une pathologie. Ça fait Oui, 3 ans que j'ai une flénose, j'en peux plus. Et je pense que non, c'est plutôt positif, ce sont des oreillers. Magnifique. Voilà. Magnifique. En patois savoyard, c'est l'oreiller. Et l'oreiller parce que c'est le moellon valeux de Flaine. Le vallon moelleux, plutôt. Voilà. Ou le moelleux. Ouais, c'est une contrepétrie, le moelleux vallon. Exemple de station intégrée, Flaine créée ex nihilo dans les années 60 de l'association d'une famille de mécènes, les Boissonnat, avec un architecte extrêmement connu, Marcel Breuer. C'est celui, par exemple, qui a fabriqué le siège de l'UNESCO à Paris. Alors, ça plaît ou ça ne plaît pas, c'est une architecture de béton. En tout cas, c'est une vraie démarche architecturale extrêmement intéressante qui intègre l'art avec des sculptures d'artistes, que ce soit Picasso ou Dubuffet, et également une intégration dans un environnement de paysage alpin où on essaye de moins déranger possible la beauté des lieux. Flaine, c'est pour vous. Niché au sommet du Grand Massif, 5e domaine skiable de France, Flaine ressemble à première vue à une station de ski ordinaire. Enclavée dans son cirque rocheux très enneigé et nappé de brouillard, elle est pourtant des plus atypiques. C'est vrai que c'est une station particulière dans le paysage de montagne parce que c'est une station qui est intégralement construite à partir d'un seul matériau qui est le béton. On peut constater derrière moi qu'on a plutôt une notion d'immeuble plutôt que de chalet. Alors c'est vrai que c'est pas habituel dans le paysage de montagne. En revanche, justement, c'est ce qui lui fait toute son originalité. Et j'aime bien l'appeler, moi, Flaine, la cité des neiges. Créée dans les années 60, la station est construite sur 3 niveaux. Dans un souci écologique, elle est entièrement piétonne. Alors là, en fait, on va descendre du balcon supérieur de la station, qui est Flaine Forêt, et on se dirige vers la partie intermédiaire qui s'appelle Flaine Forum. Ce sont les Boissonnat, grands mécènes du XXe siècle, qui ont choisi de construire dans ce cirque rocheux une station. Passionnés d'art moderne, ils ont eu l'idée de semer des œuvres au beau milieu des skieurs. On peut dire que la station de Flaine est un réel musée à ciel ouvert. Là, on est devant le Bocteau de Jean Dubuffet. Quand on voit là les enfants faire de la luge devant, ce que je trouve génial, c'est que je ne pense pas qu'ils se rendent compte qu'ils soient devant un Dubuffet. En revanche, ça fait partie de leur périmètre visuel. L'art raconte finalement la continuité de la station, la continuité de l'environnement, de la nature. Tout se fond finalement et se lie ensemble pour créer un environnement cohérent. Grâce à sa nature, son architecture et ses sculptures, la station de Flaine est elle aussi une véritable œuvre d'art. Symbole de cet émerveillement, le rez-de-chaussée de la station offre un point de vue unique sur cet incroyable hôtel. Ce géant de béton semble littéralement suspendu dans le vide et accroché à la paroi rocheuse. Si
Si on remet le bâtiment dans le contexte de l'époque, 1969, on est vraiment sur une prouesse. C'est pour ça que je pense que c'est l'emblème de la station. C'est aussi le reflet du challenge qu'a été la création de la station. Mais le lieu qui n'a plus aucun secret pour Nicolas se trouve un peu plus loin, en bas des pistes. Alors maintenant, on va se diriger vers notre projet, l'hôtel Terminal Neige Totem, qui se retrouve juste devant nous, sous cette barre rocheuse. Cet hôtel à l'abandon a été repris par la famille de Nicolas en décembre 2015. Ils ont tout fait pour lui redonner sa superbe et l'intégrer au mieux dans l'environnement. On peut découvrir l'idée là, dans les grandes lignes de la rénovation, c'est-à-dire retrouver le style originel de la station, retrouver un petit peu cette matière béton, parce que quand on a récupéré le bâtiment, les pièces n'étaient pas aussi grandes, n'étaient pas aussi ouvertes. Ça a été assez évident la première fois où on est arrivé de valoriser en fait cet espace qu'on peut apercevoir là, qui est d'une très belle dimension et qui donne finalement toute l'ampleur du bâtiment. Des couloirs où seront présentés les grands artisans de la station, jusqu'aux chambres où l'on retrouve des évocations de l'ourloupe de Jean Dubuffet, les clins d'œil sont nombreux. Décidément, Flaine est unique. C'est la seule station de ski classée au patrimoine des monuments historiques. Une station de ski monument historique. Alors, c'est vrai que c'était un cadeau pour toi, hein, Stéphane. J'ai bien remarqué ça. Ça, j'ai bien remarqué. On a fait le pire, on a fait le meilleur avec le béton, mais c'est quand même un matériau absolument extraordinaire. Ils ont fait quelque chose d'extraordinaire à l'origine. Après, moi, je ne suis pas forcément friand de ce genre d'architecture, à la montagne en tout cas. Il y a des endroits où je trouve que ce serait beaucoup plus approprié qu'à la montagne. Mais ceci étant, ça a été très bien pensé, ça a été très bien réalisé, très bien réhabilité comme l'a fait la famille Sibué avec cet hôtel qu'ils ont mis en place. Mais de toute façon, ce sont un peu des magiciens de l'hôtellerie, hein, où ils s'installent, à chaque fois ils font des petits miracles. Et ça, c'est quand même quelque chose de très intéressant. Et ce qu'il y a de bien, qu'on aime ou qu'on n'aime pas, c'est qu'on est à l'intérieur, de toute manière, on ne voit pas l'extérieur. Donc on ne profite que du bonheur de la déco. Oui, alors après, il faut avoir une notion vraiment architecturale lorsque tu vas dans une station comme celle de Flaine. C'est le cas aussi des arcs, hein, sous un autre principe. Tout avait été pensé pour donner le sentiment aux touristes qui venaient passer quelques jours ici qu'il était le seul au monde. Il n'y a jamais de vis-à-vis. Les étages à l'intérieur sont pensés de sorte qu'on t'offre une carte postale unique. Ça, c'est une vraie prouesse architecturale. Ce n'est pas le cas partout. Parfois, c'est un amoncellement de petits chalets. Ce n'est pas toujours également très heureux. Mais voilà. Génial. Quand on regarde ça, moi, quand je venais et que j'étais gosse dans la région, tout le monde détestait. Et puis le temps passant, ça devient culte presque, hein, l'architecture comme ça. Exactement. Et c'est en train de devenir quelque chose de culte, mais comme le Havre, comme l'architecture Perret, qui est dans la même école. C'est le pape du béton. Exactement. Et d'ailleurs, la station des Arcs est classée patrimoine du XXe siècle. Elle se visite. Et Flaine, on vient du monde entier pour visiter cette architecture qui a un sens. Et comme tu dis, on l'aime, on l'aime pas, mais en tout cas, elle existe et elle représente quelque chose. Et en attendant, moi, il y a quelque chose que j'adore et qui a été dit dans le sujet, c'est qu'on est dans un musée à ciel ouvert. Et ça, c'est formidable parce qu'effectivement, quand on fait de la luge au pied d'une œuvre de Dubuffet, on n'a absolument pas conscience qu'on est au pied d'un Picasso, d'un Dubuffet ou d'un autre artiste qui a été mécéné en fait qui a été Mais tu vois, je trouve que la plupart de ces œuvres s'intègrent mieux au paysage que au bâtiment. Mais ce qui est extraordinaire, c'est que on a l'impression que c'est là que ça a été fait pour ça, et c'est quelque chose qui peut valoir une fortune. Déjà une fortune pour l'intellect. Bien sûr, bien sûr. Non, mais c'est à voir. C'est à voir. C'est vrai que ça permet de sensibiliser le regard des enfants qui font de la luge au pied de ces œuvres, c'est pas mal. Et ça habitue les enfants à l'art, ça leur nourrit l'esprit et du coup, ça facilite l'intégration et ça facilite le lien social. Oui, et puis tu as donné la clé, mon Jean-Seb. C'est vrai que de l'intérieur, et c'est ce que disait Stéphane, on voit de partout la montagne. C'est ce qui est important. On ne regarde pas les immeubles. Il y a une unité architecturale. Il y a un parti pris qui a été mis en place dès le départ. Après, il se respecte, ce parti pris. Il y a des stations où, effectivement, on se retrouve avec des chalets très authentiques, à côté d'immeubles à côté. Enfin, voilà, il y a une variation dans l'architecture, parfois, qui n'est pas très heureuse. Là, au moins, c'est un parti pris et qui se respecte. Ok, merci. Alors, excuse-moi. Si tu veux, je continue à parler. Attends, vas-y. Non, mais tu sais, Vincent, Stéphane, c'est ton émission, tu es ça. ici chez toi. Non, mais je continue à parler parce que je voyais que tu remettais ton petit nœud.
Faut que j'explique quand même que j'avais lâché le micro parce que Johan Comte, que j'adore, il a mis les asperges juste à poêler dans l'huile extrêmement chaude. Ça a commencé à gicler de partout, puis après je me fais des petites tataches et puis je me fais engueuler. Voilà. Hein, regarde comme c'est beau là. Johan, tu as mis de l'huile d'olive simplement? Ouais, j'ai mis de l'huile d'olive, donc c'est vraiment pour. On a toujours l'habitude de cuire ces asperges, ces demoiselles à l'eau. Et en fait, il y a un problème d'osmose, c'est que tout le goût et les vitamines partent dans l'eau. Et en fait, un produit comme ça, ça mériterait juste d'être poêlé. On va les cuire al dente. Alors là, elles sont fines. J'ai des madeleines au four. C'est vrai qu'à la maison. Juste une question sur les asperges. Je vous ai vu. Alors, je sais pas si on peut dire éplucher, mais enlever les épines. Ouais. Pourquoi? Alors, c'est indispensable. À la maison, on peut très bien. On a tendance, une mauvaise manie, à les éplucher. Ouais. C'est pas nécessaire. C'est comme une bonne pomme. On est vraiment dans les asperges, on va pas dire le mot bio, mais on est dans une culture extraordinaire. On a un passionné qui le fait, et après on peut les rendre très sexy comme ça, en enlevant juste le bout et en enlevant les piquants. C'est comme ça qu'on rend sexy l'asperge en l'appelant. On enlève le bout. Regardez comme c'est beau là, le côté rôti, on l'a vraiment le côté al dente. Moi, les trucs astuces des grands chefs, j'adore. Donc, alors, en tout cas, c'est une recette simple. Hein. Là, je bataille un peu parce que j'ai un petit four. C'est un bon plan, puis ça donne un goût extra, hein, en fait, ce côté un peu grillé comme ça, ça. petit brûle. Moi, je fais la même chose avec les poireaux nouveaux. Exactement, on peut brûler sur la plancha ou sur le grill. Ah, c'est super. Et là, ce sont il faut oser, hein, la cuisine, c'est oser. Ce sont les épinards là que vous maltraitez. Voilà, alors là, j'ai mixé blanchi, comme on dit, dans de l'eau bouillante, des épinards, notre sarriette pour l'attendrir, et je l'ai mixé en montant à l'huile de pépin de raisin. On va additionner... Pourquoi de l'huile de pépin de raisin, Johan? C'est la plus neutre possible. Voilà, plus neutre et la plus fluide. Voilà, elle ne donne pas le goût, elle ne fiche pas. Donc c'est un produit très intéressant. Là, je rajoute un peu de sel. Ah oui. On va mettre un petit peu de vinaigre blanc pour faire comme une vinaigrette. Un tout petit peu. Exactement, si je trouve une ça va être ta vinaigrette en quelque sorte. Exactement. Alors donc c'est une vinaigrette avec peu d'huile, mais en fait montée à la purée de légumes. Voilà, c'est bien ça. Détendu. Ça me cause. Donc c'est très sain. Et pour ceux qui font attention à leur ligne, c'est un plat diététique, ça va, c'est pas. Ah bah oui, tu vois bien. Ouais. Alors, je te cache la quantité d'huile qui a été mise dans la poêle juste avant. Hein. Oui, mais Églantine. Non, c'est parce que j'ai failli foutre le feu au plateau, j'en ai rajouté un petit peu. D'accord. Je ne connais pas cette plaque à induction, elle m'a induit en erreur. Et puis, note au passage quand même que l'huile, elle va rester largement dans la poêle. Elle ne sert qu'à ne pas coller, à couvrir un peu nos asperges. Non, franchement. D'accord. Hein. Puis l'huile, ça n'est que 100% de matière grasse. Je vais pouvoir retirer mes petites madeleines. Oh, elles sont belles ces madeleines, dorées comme il faut. Elles auraient pu être plus jolies. Calme-toi, Nathalie. T'étais affamée, mais t'as pas petit déjeuner ou quoi? On va mettre les asperges au four quelques instants pour les finir. Elle en veut des madeleines. Oh là là là, que c'est beau. Écoute, on a cette chance d'avoir un grand chef et en plus on pourra reproduire cette recette chez soi. Voilà, alors le four, je ne le connaissais pas, mais regardez comme c'est mignon. Regarde. Tiens, et c'est pas pour toi, Nathalie, c'est pour le public. Ah non, pas avant le public, ça me gêne. Distribué tout à l'heure. Elles sont un peu chaudes là. Les amis, vous voulez parler savoyard? Oui. Ah oui, nous dit le public venu nombreux. Eh bien, c'est à Camini qu'il faut s'adresser, le roi des langues locales et régionales. Oui, les amis. Pour parler savoyard, il y a une légende. La légende. Vous voulez connaître la légende? Ah bah oui. Eh bien, la légende raconte que pour parler savoyard, il faut mettre des Y partout. Finir ses phrases par ou bien. Et remplacer encore par mais. Je dis pas de bêtises. C'est à peu près ça. Voilà, c'est à peu près ça. Donc, ça va y faire. Mais une autre expression alors. Voilà, j'ai relevé les expressions. Je vais me tourner délicatement vers le public et faire la bise à madame. Je vous fais la bise. Ah non mais Camini, c'est pas madame. C'est Martine. Martine. Ah oui, bonjour Martine. Martine, t'es fou quoi? C'est notre fan la plus fidèle. Et ben voilà, bonjour en zone Martine. montagneuse. Donc j'ai fait la bise à Martine. Mais à Samoin, qu'est-ce que la bise? Qu'est-ce que la bise à Samoin? C'est le vent. C'est le vent. Attention, c'est le vent de nord. Tu lui as mis un vent qui vient de l'est à l'ouest? Du nord. Du nord qui est froid et qu'on ressent bien sur les pistes. Tu me permets de te rappeler, Martine, Camini, que selon La Fontaine, la cigale se trouva fort dépourvue quand la bise fut venue. Donc l'hiver qui arrive. Merci La Fontaine. Merci Jean, si tu nous regardes. Merci La Fontaine. Et une petite précision, il faut savoir qu'il existe la bise noire. Alors la bise noire, c'est pas moi qui fais la bise à Martine. La bise noire, c'est un autre. On le regrette. C'est bien. La bise noire, c'est un autre vent qui souffle par temps pluvieux. Voilà. Ah d'accord, d'accord. Bon, par temps sombre. Maintenant, je vais aller tout plan vers le public. Aller tout plan. Qu'est-ce que ça veut dire? Aller tout plan. Tout doucement. Tout à fait. Voilà, ça veut dire tout doucement. Ça vient de planus en latin, qui veut dire doucement. Donc si la chanson Tout doucement avait été chantée en latin, ça ferait tout planus. C'est pas terrible, hein? C'était ridicule.
assez romain comme chanson. Déjà, à la base, ça l'était. Je vais continuer à jouer avec le public. Si je vous dis, il a mouillé la meule. On va jouer avec monsieur. Il a mouillé la meule. Qu'est-ce que ça veut dire? S'il te plaît. Rond comme un coin, coin, un coup de calva, un coup de miaule. Je vois que... Drôle. Alors là, je vois que ça attaque tout. Alors, et c'est comment votre prénom, monsieur? Nous avons un fromager. Le petit Robert, il a la réponse jusqu'au bout, le petit Robert. Merci, Robert. On s'appelle Françoise, on a dit Larousse. Le petit Robert et Larousse. Ok, merci, merci. Les deux spécialistes de la meule. En même temps, pas d'histoire comme ça. On a des humoristes parmi nous de Normandie. Merci, Robert. Merci, Robert. Brûler la paille au cul. Il a brûlé, on leur a brûlé la paille au cul. On leur a brûlé la paille au cul. Moi, je... on les a fait décamper. On les a fait décamper. Voilà, c'est ça, on les a virés. Tout à fait, Stéphane. On les a virés. Quand on a la paille au cul et qui brûle, forcément, tout de suite... C'est jamais très confortable. Ça fait courir, ça fait courir. Oui. Alors, pour la prochaine, un petit indice musical que je vais chanter. La cabane au fond du jardin. Si je vous dis les cacatis. Les cacatis. Les toilettes. Les toilettes. Les catchettes aussi, on dit en Savoie, par exemple. Les fausses d'aisance. Exactement. Il y a aussi les catchettes, tout à fait. Tout à fait. Alors, ensuite, si je vous dis... que je ne dise pas de bêtises. Si je vous dis avaler la queue du chat. Ça, c'est assez... Avoir un chat dans la gorge, dit madame. Avoir un chat dans la gorge, voilà, c'est la déformation d'avoir un chat dans la gorge. Voilà. C'est la fin de ma chronique, mes amis. C'est déjà la fin. Oh non. Voilà, merci. Et bravo Stéphane déjà. Ah moi j'aurais bien fait toute l'émission là-dessus. Bah oui. Et pour conclure, je vous dis au revoir en savoyard. Arvi pas. Merci tout le monde. Arvi pas. Et à la prochaine. Là, on reste avec nous quand même. Bien sûr que je reste. Oh bah dis donc. D'autant qu'il y aura de la belle visite. Il y a à manger après, il y a à manger. Donc, ça sent bon ici. Je dois dire que la petite madeleine au parmesan de Johan, c'est une tuerie, pour dire tout simplement. Pourquoi ça reste là-bas? Oui, tu l'as goûté. Non, parce que je suis poli et galant et j'attends que les femmes du public aient d'abord... Parce qu'il y a Stéphane, je crois, qui veut la goûter également. C'est trop loin de Stéphane. Parce que c'est pour notre public. Alors déjà, à chaque visite, j'avais eu l'occasion de faire une recette de cuisine. Je veux bien laisser la place à Johan parce que c'est Johan et qu'on m'empêche de déguster. Johan, tu permets que j'aille faire goûter à Stéphane Thébault? Absolument. Bon, d'accord. Ok, tiens. Regarde mon Stéphane. Mes amis sont tes amis. Je me sens affamé. Ah bah regarde, ça a l'air d'être bien. T'as pas assez déjeuné? Non, j'en prends une seule. Après, on fera goûter aux personnes qui sont derrière nous. Non, parce que moi j'ai déjeuné avec Stéphane. On a pris le petit déjeuner et on a beaucoup mangé. Donc je comprends pas que tu puisses encore avaler quelque chose. Juste un café sans sucre, bien sûr. Bon, Johan, on en est où là maintenant? Parce que je vois que tu refais des madeleines. Ouais, pour qu'il y en ait tout le monde, il y a quand même du monde. Alors je veux que tout le monde goûte. Tu es à l'œuvre, hein. Voilà. Et puis il faut terminer la poche à douille, surtout. Hop. La vidéo. Voilà. Maintenant, regarde, on va finir la recette. Donc on va fumer. Regardez ça. Ce sont les povottes. Exactement. Donc on les a ramassées, séchées au four. Une fois qu'elles ont été légèrement séchées au four, on les met en cocotte. On va y mettre le feu. Ah, avec ce petit chalumeau de cuisine, enfin de cuisine. Ouais, il faut les aider un peu, quoi. Ah ouais, c'est direct. C'est bien. Voilà, on va les faire fumer. Ouais, en fait, elles vont se consumer une fois que tu leur auras mis le feu, comme ça. Exactement, sans avoir de flamme. Non, mais là, c'est bien, là. Non, c'est pas bien. C'est pas bien, là. Non, c'est pas bien. Non. Voilà. Ça sent bon, les amis. Regarde. Maintenant, alors, tu mets tes asperges dedans. Maintenant, on va les prendre. On rappelle, on a poêlé, on a grillé un peu à l'huile d'olive. Voilà, on va les mettre maintenant sur cette petite grille. D'accord. Oui, on peut prendre un petit panier à cuisson vapeur, par exemple. Exactement. Non, c'est pas bien. C'est pas. Faut bien faire brûler, tu vois. Tu es trop pressé. Non, mais je veux dire à la place de l'assiette trouée. Si on oui, ou une petite grille, un petit morceau. Une petite grille, Voilà, regarde, ça fume. Là, on les met en cocotte et on va les laisser fermer comme ça. Génial. Est-ce que je peux te voler un peu ta maison? Ah non, mais vas-y, je t'en prie. Fais comme chez toi, j'ai envie de dire. Alors, regarde, on a apporté des jolies assiettes. Attends, un petit aigrin. Me pousse. Dis donc, c'est pas des assiettes, ça, c'est carrément des plats magnifiques. Il faut ce qu'il faut. C'est cristallin, c'est la montagne, c'est joli. Dis donc, Johan, tu me dis si tu me mets pas un petit peu le beans, là? Franchement, non, mais tu me dis, tu me dirais. La cuisine, ça n'attend pas. Je rappelle quand même que tu as 2 étoiles Michelin, très fièrement, là. Ça y est, quoi. Et ma fille est en train de passer la 3e au ski. Ah, bah voilà. Comme ça, on est bien. Elle va me doubler. Quel âge elle a? Elle a 9 ans. J'ai une grande fille de 9 ans, une de 4 ans.
Génial. Une petite fille de 2 ans et un petit garçon de 4 ans. Ah bah c'est bien, c'est bien. Voilà. Ça fait de l'animation. Ils cuisinent un peu. Oui, maman, ils ont fait une belle tarte aux pommes hier. Et est-ce qu'ils mangent de tout? Est-ce que quand on est les enfants d'un grand chef, on mange de tout ou on se contente des pommes de terre et du jambon? Il y a eu du mieux, il y a du moins bien aussi. Ouais, tu parles. Voilà, on a fait une petite salade. Alors là quoi, tout simplement les grands-mères coupaient au ciseau de la cive, du cerfeuil, on appelait ça les appétits avant. Et ça mettait en appétit, ça réveille du palais. Ça réveille les papilles, mes amis. Donc là, regarde, on a bien. Regardez comme c'est joli ça, cette vinaigrette de sarriette qui est mise en spirale. Alors. Mais il y a les odeurs jusqu'ici. Hein. Ah oui, tu vois. Ouais, c'est extra. Mais c'est très superficiel, hein. On n'a pas besoin de les laisser fumer longtemps. Non, juste je me permets d'utiliser les mains. Alors, on va en mettre. C'est mieux, hein. 3 par personne comme ça pour faire déguster. Vous les avez fumés pendant combien de temps du coup? Là, c'est juste le temps de préparer les assiettes. On est sur 3 minutes, pas plus. Voici. On va mettre notre petite vinaigrette d'appétit. Il travaille à toute vitesse, notre chef. Hein. Ah non, mais attention. Wow. Je sais pas combien de temps j'ai pour. Après, on fait comme dans Top Chef, on fait comme ça. Mais là, oui, c'est ça, on touche plus rien. Là, il n'y a pas le décompte. Là, je sais pas où nous en sommes. Dis donc, c'est un plat végétarien, c'est rare ça, Vincent? De plus en plus, on vient à ça. Non, ce qu'il y a, c'est qu'on a vraiment mis le légume à un moment donné de côté. C'est un plat, il y a 4-5 ans en arrière, j'aurais pu le faire avec un riz de veau. Mais aujourd'hui, on a un produit, quand je me suis déplacé et j'ai vu cette asperge, je peux raconter l'histoire. Ouais. J'ai un producteur qui est extraordinaire qui me dit viens voir mes asperges. Je lui dis mais il est fou, qu'est-ce que je vais aller faire des asperges? Ouais. Et en fait, il a une culture du goût et de la façon de faire. Et comment elle pousse, c'est vrai que ça devient un produit noble. Et j'ai voulu mettre en exergue le plat. Donc quand je suis allé, ma femme me voit à 4 pattes dans la terre, elle me dit mais qu'est-ce que tu fous? Mais je dis si elle pousse là, ces asperges, c'est qu'il y a bien une raison. Et la terre avait vraiment une senteur particulière. Puis en partant, on voit un champ en jachère qui prend feu. Qui prend feu, politique de la terre brûlée. Exactement. Je rentre à la maison, on fait de la peau en montagne, je pensais à rien, je me retourne, Élodie, j'ai une idée avec les asperges, on va les faire fumer. Elle a l'habitude, oui. Elle continue, non mais je rigole pas. Oui, c'est ça, bien sûr. Fumer. T'as fumé autre chose? Et du coup, comme ça sentait vraiment le thym, le romarin, la bruyère, j'ai dit tiens, la sarriette. Moi qui suis passionné par la sarriette, j'ai dit tiens, on va faire cette recette. Donc c'est un peu un souvenir de voyage en fait. Exactement, mais je pense que c'est ça les plus grands plats, les histoires. Là, je rajoute un peu d'huile d'olive. Parce que la cuisine, c'est un moyen d'expression, mais il faut avoir des choses à raconter. Voilà. Et c'est fait très rapidement finalement. Ça vous dirait un peu de cocooning made in Savoie, avec les amis? toi? Mais oui, du bien-être. Avec plaisir. Ah bah oui, tu penses. Alors, mais voilà, c'est un vrai bonheur de mettre en avant que des entreprises qui ont fait le pari du fabriqué en France. On va commencer, Stéphane, par des chaussons. Je ne sais pas si vous mettez des petits chaussons chez vous le soir. Est-ce que ça se fait en 44,5-45? Toutes les tailles sont possibles. Alors ça ne s'appelle plus des petits chaussons, mais des gros. Après, ça faut le voir sur soi. Qui a eu l'idée de ces chaussons. Parce qu'il a envie de retrouver les chaussons de sa grand-mère. Alors, je vous rassure tout de suite, Églantine, je te rassure, c'est de la fourrure synthétique, hein, tu l'as touché. Je m'en doutais. Hein. Voilà. Et voilà, ce sont des chaussons en polaire. Et juste derrière, là, vous voyez ces petites semelles C'est l'antidérapant. L'antidérapant, c'est du latex 100% naturel, c'est très agréable. On doit être bien dedans. On est très très bien dedans. En et plus, c'est chaud parce que c'est de la polaire, hein, comme mais tu oui, disais. c'est très chaud. Et il y a une démarche éco-responsable avec des matières qui sont recyclables, sourcées en France, que du naturel. Et vous pouvez les personnaliser là encore. Hein. Regardez, c'est très joli, c'est très agréable. Que des chaussons comme ça, où ils font des gants, des slips peut-être aussi en fourrure. Des slips en fourrure synthétique, c'est ça? Antidérapante? Antidérapant, non, voilà. ça n'existait pas encore. Non. Mais peut-être que tu vas lui donner des idées. Entreprise française. Alors d'ailleurs, je vous ai dit du Made in France et du Made in Savoie, c'est encore mieux. On continue les amis, toujours dans l'ambiance cocooning. Une fois qu'on a mis ses chaussons, on est content d'allumer une bonne petite bougie, ces petits bouts de chandelle que vous voyez ici. Ça, c'est le travail de Laetitia. On n'a pas le réflexe. Non. Ah on met des Van chaussons, Acker. on allume la bougie derrière. Oui. Mais il faut le faire, ça change tout. Ça devrait être un réflexe. Ouais. Écoute, là encore, c'est une bougie artisanale avec de la cire végétale, donc pas de paraffine, pas d'huile de palme. Et regardez la mèche, hein. Je ne sais pas si on la voit bien. Ça ressemble pas du tout aux mèches habituelles. C'est du bambou. C'est du bambou. Ouais. Il y en a une qui allume. En amorce, on les voit très bien, c'est du bambou. Et là, je l'ai même allumé. Et l'avantage du bambou, c'est que contrairement à une flamme classique, au contact de la cire végétale, ça va créer un petit crépitement. Donc on aura vraiment la juste pour le bruit du feu. Oui, non, pas que ça sent. Tiens, sens celui que tu as devant toi là. Donc ça va te gicler sur le costume. Ça sent super bon. Ça sent regarde à quoi c'est lit l'inscription. Il y a de la vanille au moins. Alors, c'est quoi comme senteur? Cèdre et vanille. Ah, c'est pas mal. Et le nom, c'est le Dahu. Le Dahu. Alors, tu confirmes, ça sent pas la biquette? Non, pas du tout. Et donc, l'idée, là, c'est de mélanger du cèdre avec de la vanille. Donc, elle veut étonner aussi avec toutes ces senteurs boisées, tous ces mélanges. Le micro, c'est mieux, j'en sais pas. Pardon, oui, si je parle dans la bougie, c'est ridicule. Ça s'appelle boule de neige. Et ça sent la neige? Bah non, ça sent la vanille et le citron. Mais oui, mais alors elle s'amuse à vous étonner avec ces mélanges que l'on ne trouve pas ailleurs. Voilà. Ça sent bon. C'est bon, oui.
Ça n'a rien à voir avec une boule de neige. Donc une fois qu'on a mis ses chaussons, qu'on a allumé sa bougie, qu'est-ce qu'on fait? Ah bah on prend une bonne petite tisane. Une bonne tisane, les amis. Et là on sait pas le temps les soirées chez toi. Ah ben t'as compris pourquoi ils nous invitent pas dans le grand public. Alors on connaît toutes les marques, Lipton, la Tisania. Alors moi je vous parle pas de ça, je vous parle des deux marmottes. À la fin tu rajoutes bienvenue en Savoie. Ça c'est une belle tisane made in Savoie. Et c'est surtout une belle histoire parce que c'est un savoir-faire français depuis 1976. La production elle est réalisée à Bon-en-Chablais. Ouais. Tout est fait sur place. Et leur point fort, justement, c'est de sélectionner des plantes exceptionnelles un peu partout dans le monde. La coupe des plantes est importante. Si vous coupez la racine ou la fleur, ça ne sera pas de la même manière. Ils ont un vrai savoir-faire à ce niveau-là. Et leur point fort, ce sont les tisanes. Et ça, je sais que tu les aimes également. Les deux marmottes, c'est fabuleux. Voilà, ils ont 8 gammes de thé et 32 tames de tisane. Tisane préférée de Laurent Gérard, les deux marmottes. Il paraît, ils le savent. De la tisane. Et Nathalie, elle tu fais infuser des marmottes, toi? Absolument. 2. Nathalie, elle carbure avec ça, regarde, et depuis tout à l'heure. Ah oui, je carbure avec parce que c'est très bon. Et on le saura. Et pour finir, alors ça vous rappelle des souvenirs d'enfance. Mais ça, je l'ai à la maison. Le Provendie. Mais oui. J'adore. Eh oui, le Provendie, c'est ça rappelle l'école. Mais voilà, j'ai l'impression de ne pas vieillir. Sauf qu'à l'école, il était jaune. Oui, il était jaune. Ce savon, il a été conçu d'abord en Suisse en 1940 et ensuite les concepteurs sont venus de l'autre côté de la Clément en France, à Évian, dans les années 50 et effectivement ils ont eu comme client principal le ministère de l'Éducation nationale, donc pas étonnant que vous l'ayez retrouvé dans toutes les écoles. Malheureusement après il y a eu la mode du pouce-pouce. Et ben voilà, le pouce-pouce j'en sais entre les mains. C'est écolo quand même. C'est moins écolo, ben voilà, on l'a ici. Ouais. Et donc c'est vrai que petit à petit, il a perdu un petit peu, mais de nouveau il est très tendance, il paraît, Stéphane. Ça revient. Ça revient à la mode. Bon, alors je ne vais pas parler de Savoie, mais je sais qu'à Nyon en plus on continue à fabriquer les recharges et on peut effectivement acheter des savons qui sont aromatisés à plein de choses différentes, la lavande, etc. Non, c'est vraiment super. Moi je l'ai. Dans les toilettes invitées, c'est parfait. Ben voilà, on sera tout. On sait qu'il y a ça dans les toilettes de Stéphane. Ah mais viens à la maison. Pour les invités. Mais viens à la maison, tu pourras te laver les mains, bien sûr. Viens te laver les mains. Bien-être, made in Savoie. Et comme je vous le dis à chaque fois, la France ne manque pas de talent. Alors excuse-moi Nathalie, c'était magnifique. Maintenant, tu parles de Made in France, de Made in Savoie, de cocooning. Ça t'ennuierait de me traduire en français? Fabriqué en France. Fabriqué en Savoie. Et cocooning, comment tu dirais? Art de rester chez soi. Coconnement. T'as raison de me reprendre, c'est la semaine de la francophonie. Bah oui, exactement. Voilà. Cette semaine, on s'associe évidemment à la semaine de la francophonie, la semaine de la langue française, mes amis, 22e édition. Et c'est bon de le signaler, évidemment, nous y associons, ainsi que la chaîne. Fichtre. Bien entendu. Grand Dieu. Tu sais Fichtre donc. C'est une excellente idée de s'adapter au mode de communication de la jeunesse, notamment le numérique. Et je pense aux pays francophones d'Afrique, l'Afrique francophone, où il y a beaucoup de start-up qui se lancent dans le numérique. Start-up, comment on dirait en français? Jeune entreprise, petite entreprise. Jeune talent. Tu sais que toi, pendant la semaine de la francophonie, je vais pas te rater. Tu as bien raison. Les amis, il est bientôt 11h30 dans l'émission et dans ce qui va suivre, si vous nous rejoignez, on va vous plaire, on va vous saisir, je dirais même, par la main et vous emmener découvrir avec Laurent Guillaume le Grand Bleu dans le Grand Blanc. Mais quelle est donc cette énigme? C'est tout son Laurent, ça. Ensuite, Jean-Sébastien, notre prince des neiges, libéré, délivré, vous emmènera faire de la spéléo sous la neige, une grotte de neige, une grotte de glace. Délivré. Ouais, c'était pas pour ça. Mais si tu veux, moi si ça te fait plaisir aussi, je sais. On va l'inscrire à un radio crochet, je pense. Oui. Surtout, oui, enfin bon, on en reparlera après l'émission. Stéphane Thébault qui nous accompagne, qui est monté d'Annecy, qui a quitté sa maison de France 5. Alors, on a fait un petit portrait pour résumer ta vie. Et Dieu sait que c'est difficile en quelques minutes. Facile. Avec tout ce que tu fais, tout ce que tu as fait, tout ce que tu feras. Les amis, voici le portrait de Stéphane Thébault. Il est originaire de Saint-Brieuc. Il commence sa carrière en faisant des voix off pour plusieurs émissions télévisées, notamment Vie privée, Vie publique, l'émission de Mireille Dumas et Une pêche d'enfer de Pascal Sanchez. Il est alors repéré pour présenter sur France 3 Ouest le programme Jean Ouest. Et puis, à partir de 98, il enchaîne des émissions télévisées sur les chaînes Région, LCP, France 2, on sait tout. Mais depuis 14 ans, record de longévité, il nous fait découvrir les plus beaux intérieurs de France. Et d'ailleurs, en présentant la Maison France 5. Qui s'exporte en même temps, parce qu'on va voir des choses aussi un petit peu en dehors de nos frontières. Oui, je t'ai vu en Thaïlande notamment. Là, on était à Singapour il n'y a pas très longtemps, on a fait l'Uruguay, on a fait la Toscane, on a fait la Belgique, donc là on se rapproche un petit peu. Mais on essaye d'aller montrer des horizons différents, des techniques de construction différentes, des matériaux différents également travaillés. Et je pense que c'est intéressant pour le public, ça les fait rêver en tout cas, ça leur donne des idées. On adore ton émission, n'est-ce pas les amis? J'espère bien. Ah mais moi bien je suis sûr, France 5 le vendredi, bien sûr.
qu'on la regarde, tu penses bien. Ah, mes chers amis, on voyage un peu moins que Stéphane Thébault et pourtant, grâce à Églantine, on va voyager... Pas loin, pas loin. Oui, mais tiré par des chiens. Bah, c'est mieux parce que je savais que tu étais un petit peu paresseux. Alors quand tu n'as pas trop le courage de marcher comme ça dans la neige, c'est difficile parfois de marcher dans la neige, il y a une solution évidemment, c'est d'utiliser des chiens. Mais alors attention, je ne te propose pas de t'installer confortablement dans un traîneau et de te laisser tirer. Ah non. Non, c'est une sangle, c'est accroché là et tu dois suivre. Ah d'accord. Donc il faut marcher et c'est ce qu'on appelle la cani-rando. Je reste française, 100% française. Cani-rando, je vous en montre un exemple avec des samoyèdes. C'est une race de chiens de traîneau chez un couple d'éleveurs. On va au cœur du parc régional du Vercors. Allez les belles, on y va. Salut les filles. C'est au cœur du parc naturel régional du Vercors que Dorothée et Gildas ont choisi de s'installer avec leur élevage de samoyèdes, une race de chiens qui tire son nom d'une tribu vivant au nord de la Sibérie. À l'origine, les samoyèdes, c'est des éleveurs de rennes et ils avaient ces chiens pour les aider à gérer les troupeaux. C'était vraiment des chiens de compagnie qui vivaient avec eux jour, nuit, à l'intérieur des tentes quand ils étaient nomades et à l'intérieur des maisons quand ils se sont sédentarisés. Et pour lier l'utile à l'agréable, notre couple d'éleveurs propose aux randonneurs de la cani-rando, une pratique consistant à se faire tracter par l'animal durant une marche à pied ou en raquette. Plaisir assuré pour le chien comme pour le promeneur. Malgré le pas rapide du samoyède, le randonneur se sent plus léger et fait moins d'efforts. La difficulté, c'est de maîtriser son chien, de se laisser tirer tout en ayant la maîtrise de la vitesse. Il faut que la laisse soit toujours tendue. Dès que la laisse est détendue, le chien ne sent plus qu'il est en travail. Et du coup, il peut batifoler, suivre des traces d'animaux, il y en a beaucoup là en ce moment, et être moins concentré. Pour Alicia, qui expérimente la cani-rando pour la première fois, cette activité est une véritable découverte. Très belle expérience, mine de rien sportif, parce que même si le chien nous entraîne, voilà, faut qu'on suive. Donc on se sent beaucoup plus léger en fait, on sent plus son poids pratiquement. C'est le chien qui nous entraîne et du coup on se sent tout léger en fait. Une victoire pour Dorothée et Gildas qui ont réussi avec cette activité à allier leurs deux passions, faire découvrir cette race de chiens et leur région. Ils partagent notre vie, on partage la leur, on travaille avec eux, on s'amuse avec eux et c'est complètement réciproque. Et c'est vrai qu'on a plaisir à faire découvrir cette race parce que c'est vraiment une race qui permet de se réconcilier, de réconcilier ceux qui auraient peur des chiens avec les chiens justement. Chien puissant et vigoureux, le samoyède peut trotter à une vitesse de 10 km/h pendant plus de 10 heures. Alors quand la cani-rando se termine, les chiens veulent encore se défouler. Gildas les emmène donc faire un tour de ski-joring pour un autre moment de liberté et de complicité avec eux. J'adore ça. C'est magnifique, Églantine, ces images. Vraiment, ça donne envie, je peux te dire. Oui, et tu as vu ces samoyèdes, moi j'adore. Ce sont des petites boules de poils. C'est absolument magnifique, mais ce ne sont pas les chiens de traîneau que vous avez l'habitude de voir. Vous avez plutôt l'habitude des Alaskan Husky qui ne se laissent pas du tout faire, tu as vu. Alors, venez par là. Des malamoutes. Régine, rapprochez-vous de moi. Je suis équipée, mais voyez, pour la cani-rando, je ne suis pas encore très au point. Bonjour Régine, ce sont vos chiens à vous. Oui, bonjour Églantine. Alors, présentez-les-nous. Donc, nous avons Java, ici, qui est la maman de Maïkan, qui fête sa première année aujourd'hui. Havane, la toute noire. Et Lefty, la toute blanche aux yeux bleus. Alors, vous avez vu, ça, ce sont les Alaskan Husky. Alors, normalement, on a l'habitude de les voir. On se dit toujours, c'est noir et blanc. Pas du tout. Il y a plein de couleurs différentes. C'est un pur hasard, ça. Régine, je ne sais pas si je vais réussir à rester face à vous. Les chiens veulent absolument m'emmener en bas. Mais si tu as les jambes fortes, allez, résiste. Tout à fait, je résiste. La couleur de ces chiens, c'est habituel ? Non, la couleur de ces chiens, en fait, c'est surprise quand les mamans nous font des bébés, parce que ça dépend, en fait, de leurs ancêtres. Alors, quelle est la différence entre le Alaskan Husky et le Husky de Sibérie ? Le Husky de Sibérie est un chien pure race qui est tout à fait typé. Et l'Alaskan Husky est un croisement de beaucoup de chiens avec aussi des Huskies de Sibérie. Régine, vous êtes venue avec un stagiaire, Guillaume. N'hésitez pas à venir pour nous aider à tenir les chiens parce que ça devient un petit peu difficile. C'est du sport, Églantine, tu l'avais dit. C'est du sport. Alors, ces chiens, on les adore. Ils sont très sympas. Moi, j'en ai eu un quand j'étais petite. Il ne faut pas vivre en appartement avec des chiens comme ça. Ça demande énormément d'énergie parce que ça n'arrête pas de bouger. Et alors, Régine, je voulais quand même vous dire, c'est un sacré personnage. Vous étiez infirmière et vous avez eu comme ça la passion de ces chiens. Elle est venue d'où ?
Elle est venue tout à fait par hasard en achetant un premier husky de Sibérie. Alors, un hasard qui l'a menée très loin, hein, parce que Régine élève une trentaine de chiens avec qui elle est allée jusqu'au Québec avec ses 30 chiens et toute sa famille sur les terres comme ça de ses ancêtres. Ce sont des chiens formidables. Si on en voulait un à la maison, quel conseil vous donneriez ? Je donnerais comme conseil d'aimer la nature, d'aimer la randonnée et d'aimer beaucoup sortir et profiter des extérieurs. Sans être un marathonien, ce n'est pas obligatoire. Merci beaucoup, Régine. Moi, je vais rester à les câliner 2 secondes si je ne m'entraîne pas plus loin. Mais vous avez bien compris, il faut de l'espace. Ouais, et n'oublie pas que le ski n'est pas l'ami du réchauffement climatique. Hein. Donc, plutôt, si on vit plutôt dans le nord de la France, c'est mieux, au-dessus de la Loire. On est bien d'accord. Regarde ces yeux bleus magnifiques. Ou en altitude. Oh, ils sont splendides. Vincent. On dirait les tiens un petit peu. Tout à fait. J'ai les mêmes yeux bleus. Vincent, semaine de la francophonie, Musher, c'est d'origine française. Hein. Ça voulait dire marche au départ. C'est les conducteurs de traîneau au Canada qui disaient marche, marche, c'est devenu mush, puis musher. Et husky, ça vient d'où? Ah, ça, j'en sais rien. Non, on cherchera dans le dico tout à l'heure. Merci Nathalie. Bon, mes amis, on va continuer nos belles balades dans le coin. Mais alors là, on va changer de biotope, si je peux dire, et découvrir le grand bleu. Il est là, le grand bleu d'ailleurs. C'est Laurent Guillaume. Ouais. Entre 2 plus grands que moi, ou presque. Alors oui, donc on est en montagne. Ça ne vous a pas échappé. Ni aux uns, ni aux autres. Et ben moi, je vais vous emmener découvrir les abysses. Alors, vous connaissez l'apnée, ce sport qui est rendu très célèbre d'ailleurs par ce film de Luc Besson, Le Grand Bleu, qui a marqué toute une génération. Ça consiste tout simplement à descendre le plus profond possible, sans bouteille d'oxygène, donc sans respirer. C'est vraiment quelque chose de très mental. Et ici, à Annecy, on a un champion. Il est vice-champion du monde en titre. Ça s'est passé en Turquie à l'automne dernier. Il s'appelle Stéphane Toureau, il a 29 ans et vous allez voir qu'entre la beauté des sommets et celle des abysses, il y a un point commun, l'émerveillement. C'est une belle récompense d'arriver à ce titre. Donc j'avais réalisé à l'entraînement 104 mètres, là j'ai réalisé 103. Pour moi c'est que des chiffres. Mais ça montre une progression et on peut pas rêver mieux, quoi. Donc tout ce que j'ai mis en place est juste et j'ai bien l'intention de continuer. Stéphane Toureau tutoie les profondeurs dans les grandes largeurs depuis un peu plus de 10 ans. Des abîmes qu'il fréquente avec plaisir, mais dans lesquels il ne passe que peu de temps. Stéphane Toureau est un apnéiste très cool comme sa discipline, mais un peu speed dans un monde où la lenteur est souvent reine. J'ai une physiologie qui est rapide et donc du coup c'est vrai que mes temps d'apnée sont assez relativement courts. J'ai acquis beaucoup de techniques sur l'ondulation, sur ma technique de nage qui m'a permis d'optimiser mon temps en profondeur, d'être plus performant également. La plupart des apnéistes, eux, sont sur des plongées de 3 minutes par rapport à ce que je fais. Moi je suis aux alentours de 2 minutes 30. Garçon pressé de l'apnée, Stéphane Toureau sait pourtant prendre son temps, de temps en temps. Plus particulièrement quand il revient à ses premiers amours. La découverte du monde sous-marin, souvent ponctuée de rencontres à couper le souffle, avec ses habitants surprenants. C'est très technique d'ailleurs avec les lions de mer, parce que justement ils ont un gros déplacement, ils sont très rapides, et pour arriver à les suivre, il faut arriver à avoir justement une certaine technique. En monopale, mais en plus c'était d'autant plus marrant. L'interaction avec les dauphins était très très forte. C'est un mammifère qui ressent les choses, qui est capable de scanner, qui est capable de voir beaucoup de choses. Et le fait de le ressentir et de les regarder, je me suis retrouvé face à face avec lui, avec un des dauphins. Et il a commencé à me faire des sons, à m'envoyer des sons, et moi j'ai fait de même. Et on a joué comme ça pendant plusieurs secondes à échanger des intentions, mais juste en faisant des bruits comme moi je pouvais faire en tant qu'humain et lui en tant que dauphin. Mais c'était un moment très fort. C'est sans doute pour ces instants de pure rencontre, bien plus que pour des records du monde, que Stéphane s'immerge. Avec le désir profond de ramener des sensations, des images et des histoires qu'il met en forme pour partager sa passion avec tous ceux qui sont restés à la surface. Voilà, ce sont mes collègues de France 3 Alpes qui l'ont rencontré. Alors, au lac d'Annecy, Stéphane, tu le sais, on fait beaucoup de plongées, évidemment. On ne verra pas des
des dauphins, on verra pas. Il est en apnée là. Je pouvais pas. Ah, c'est ça. 7 minutes 12. Je vais me battre mon corps là. Je me suis dit, son oui, micro est autant en pour panne. moi. Mais voilà, donc tu sais qu'on fait de la plongée là-bas. Mais je suis Il y a quelque étonné chose par le d'assez nombre de étonnant. plongeurs qu'il y a Oui, dans le lac d'Annecy. Mais il y a un truc à voir qui est étonnant, c'est pas très loin d'Annecy, ça s'appelle le France. C'est une épave qui a 50 mètres. Ah, c'est dans la de baie d'Albigny, profondeur. hein, c'est Voilà. sur le lac d'Annecy, dans Elle le y est grand lac. encore. Et donc, il y a plein de poissons là-bas et des gens qui viennent plonger en lac. Alors, évidemment, c'est pas l'île de la Réunion, mais enfin, ça vaut le coup de s'entraîner là-bas. Bien. Mais j'avais le sentiment que même dans le lac d'Annecy, à partir du moment où on était à 5 voire 10 mètres de profondeur, on voyait plus grand-chose. Donc il faut y aller avec la torche. Hein. C'est pas effectivement. De toute façon, oui, c'est pas une question d'eau de mer, c'est une question de profondeur. Bien sûr. Bon, il y a moins de poissons, encore une fois, que sur un banc de corail, mais ça vaut le coup. Et puis moi, c'est là que j'ai fait mon baptême de plongée. Et je reviens à ce qu'on se disait la semaine dernière, rappelle-toi, quand je parlais de la température du lac d'Annecy entre 19 et 26 degrés l'été, sur les 2 premiers mètres de profondeur. Hein. Dès que tu commences à aller oui, en dessous, mais c'est pas pareil. Stéphane, tu oublies quelque chose. Depuis hier, c'est le printemps. C'est pas faux. Ah, c'est le printemps, d'ailleurs, le soleil est là pour en témoigner. Il y a même des parapentes dans le ciel, regardez. Ah oui, ça se pose derrière. Bah, c'est normal, hein. Dès les premiers jours du printemps ici. Un petit coup de soleil, d'ailleurs, il fait bien chaud. On s'est mis en bas de chemise, enfin en tout cas, certains. Pas tout le monde. Jean-Sébastien, mes amis. Jean-Sébastien, lui, il a sorti le tunnelier. Il a été creuser la glace. Absolument. C'est la fin de l'hiver, effectivement. C'est le début du printemps. On a parlé architecture au début de l'émission. On va continuer, mais en parlant architecture éphémère. En 1992, en revenant d'une randonnée, 2 amis guides de haute montagne, Bruno et Bernard, passent devant la grotte de la mer de glace. Ils se disent, il y a quelque chose à faire avec ça. Oui, il faut déjà avoir du une coup, idée. Ils ramènent une idée. On va faire des grottes de neige. Aujourd'hui, à l'Alpe d'Huez, à 2700 mètres d'altitude, vous allez pénétrer dans 120 mètres de galeries féeriques. Une plongée, là aussi, unique, mémorable, féerique. Et ça se renouvelle chaque année. Au sommet des pistes de l'Alpe d'Huez se trouve une grotte unique en son genre dans les montagnes françaises. Cette caverne féerique renferme des trésors sculptés à même la neige. Le créateur de ce lieu magique, c'est Bernard. Et depuis plus de 20 ans, il creuse et creuse encore des galeries pour accueillir des œuvres éphémères. C'était assez fou, surtout qu'on n'avait rien, on n'avait aucune expérience, aucun outil. Et les gens, quand ils venaient là-haut sur le glacier pour faire du ski ou faire de la montagne, ils nous voyaient avec nos pelles et nos pioches sur le glacier. Ils disaient, mais ils sont complètement tarés, ces deux-là. Au beau jour, ici, il n'y a que des prairies. Alors, à chaque début d'hiver, Bernard met en œuvre le même rituel, reconstruire les fondations de cette grotte de neige. On gonfle des boudins gonflables, assez hauts, qui font 3 mètres de haut, 2 mètres de large, en forme de galerie, ou en forme de salle, en forme d'igloo. Et puis ensuite, on projette toute cette neige dessus. Et lorsque la neige a durci, on dégonfle ces boudins, on les enlève, et on a la structure de la grotte. Et ça nous permet de faire des grottes qui font 120 mètres, 150 mètres de long. Une fois le décor planté, ils sont une dizaine de sculpteurs à venir tailler dans la paroi des créations originales, mais ici, les neiges ne sont malheureusement pas éternelles, comme cette photo en témoigne. Regardez, il y a un mois, on pouvait se placer à l'intérieur de cette sculpture pour faire des photos. Et puis, avec le tassement de la neige, c'est arrivé à 1 mètre de haut, alors que ça faisait 2 mètres de haut il y a un mois. Ce phénomène est naturel. La neige, légère en début de saison, se tasse avec le temps et la hauteur de plafond diminue. Mais avant que tout ne disparaisse avec le retour des beaux jours, il existe des solutions pour maintenir en vie ces galeries poétiques. C'est juste une question de venir taper la neige. Et après, on peut arriver à faire ce qu'on veut et donner la forme que l'on veut. Mais le plus beau cadeau pour Bernard, c'est quand il se retrouve seul après une journée de travail dans sa grotte à contempler un coucher de soleil. Un moment unique qui ne laisse personne de glace. C'est extraordinaire. Ça vaut tout l'or du monde. On sort de la grotte, on a travaillé comme des fous toute la journée et puis on est récompensé avec juste un coucher de soleil. C'est magique. Alors, de ces grottes de neige, il y en a plusieurs aujourd'hui. Il y en a à Chamonix, il y en a à Valloire, chez toi, Laurent. Et c'est quelque chose d'absolument incroyable à découvrir. Je dirais même que c'est pratiquement téléphérique. Oh bah dis donc, magnifique. Mais qui lui a soufflé ça? Ah non, je sais pas, là vraiment il a trouvé un... Alors c'est un Il est terme incroyable. splendide, c'est vrai. Quand c'est féerique et que c'est à la télé, c'est comme ça. Voilà, cadeau pour toi Stéphane. Encore un autre? Oui, encore un autre. Bien. On va aller du côté du lac d'Annecy encore parce qu'il y a là-bas un château
que tu aimes beaucoup, qui est Château de Menton-Saint-Bernard. Voilà. Bien sûr. Alors, on raconte que... Je vois où tu veux en venir. Walt Disney... Alors, c'est pas on raconte. Walt Disney est venu effectivement passer un séjour au début du siècle dernier sur Annecy. Et il se serait inspiré du château de Menton-Saint-Bernard pour créer le château de la Belle au Bois d'Ambre. Alors ça, c'est la légende. Après, quand tu vas te balader en Bavière ou quoi que ce soit, tu vois quelques châteaux où tu te dis, tiens, il y a une ressemblance aussi. Mais toujours est-il qu'en fonction de l'angle vers lequel tu arrives... Et puis il fait ce qu'il veut, il peut s'inspirer de plusieurs ben, châteaux. tu trouves qu'effectivement, il y a une vraie ressemblance. Est-ce qu'il y a les buissons d'épines qui referment la porte? J'ai pas regardé. Ah merde. Je vais y retourner. C'était pas dans La Belle et la Bête, ça plutôt? Ah non, dans la première... c'est un château qui est ouvert au public. On peut le visiter. Il appartient toujours à la famille de Menton. Et non, c'est un très très bel endroit. T'as raison, c'est dans Cendrillon. Oui. Avec le dragon. Ah oui, c'est ça. C'est ça. Faut réviser nos Walt Disney. Ah bah oui, en tout cas, la Haute-Savoie, en attendant, ça donne des paysages qui sont la vue que tu incroyablement as lorsque tu es au château de Menton-Saint-Bernard, tu as vu surtout le lac d'Annecy, c'est juste magique, quoi. Et les paysages de lac en montagne, c'est quand même quelque chose qu'il y a de plus beau. C'est incomparable. Voilà. Mes amis, je pense que l'appétit se fait sentir puisque nous abordons la mi-journée. Hein, et il y a Églantine, qu'est-ce qu'elle fait? Non, Églantine, elle est au boulot. Oh là là, c'est magique. Elle a pour magique. à poser la préparation dans le moule. Est-ce que tu es une pro de la poche à douille? Toutes les madeleines ratées, ce sont les miennes. Hein. Alors je vous les montre. Ça c'est Églantine, ça c'est le chef. Ça c'est Églantine, ça c'est le chef. C'est là qu'on reconnaît les vraies copines. Ouais, comment t'as cafeté là? Je suis vraiment mal. Johan, comment elle se débrouille, Églantine Émeillé? Moi, je trouve que c'est très très bien. Non, regarde, là il n'y a plus de différence. Non, c'est très très bien. En quelques secondes, elle a rattrapé le chef. Nathalie, avec tout ce que tu as bouffé comme madeleine pendant les reportages, tu ferais mieux de la mettre en veilleuse. Voilà, comme ça c'est dit. Alors, c'est bien, Églantine. Voilà, c'est très bien. C'est très bien. Tu vas réussir à remplir tout. C'est dur, hein, faut appuyer carrément. Hein. Mais surtout, il y a un coup de main. Surtout, il y a un coup de main qu'a Johan pour faire une jolie madeleine qu'évidemment je n'ai pas, mais je fais de mon mieux. Bah, chef 2 étoiles, c'est normal. Merci de te rattraper. La dernière est super réussie. Elle est top. Allez, à la cuisson. Quelle température, Johan, les madeleines à la cuisson? Alors, normalement, il faut voûter sol à 220 degrés. D'accord. Mais là, en bas, hop. 220 degrés pour bien que ça souffle. Et là, on voit que ça souffle pas. Regarde assez, Vincent, le résultat, il est là. Bah, le résultat, il est magnifique. Et on peut pas filmer dans ton estomac parce que c'est beau aussi. Vincent, Nathalie s'extasie sur les madeleines. Je suis désolé, mais les asperges, les asperges, c'est extraordinaire. C'est une œuvre d'art. Hein, c'est juste magnifique. Le producteur y est pour beaucoup. Sylvain Héard. Non, ne minimise pas ton travail. Johan, on va regarder ensemble ce petit clip recette que l'on a fait à partir de ta recette. Tiens, regarde, voilà. Donc, on a démarré cette vinaigrette de sarriette. C'est important génial, de mettre les épinards quand même parce que ça amène le gras et de l'onctuosité. Vraiment. Avec la sarriette, on mixe huile de pépins de raisin et un peu de vinaigre blanc. La vinaigrette après, sel, sucre. Ensuite, tu fais poêler tes asperges et tu les fumes avec des cônes de sapin. Voilà, ça peut se faire avec des pommes de pin aussi dans les Landes, partout, et même des copeaux de bois. On peut le faire au charbon aussi. On a un petit peu cramé ça au chalumeau, et puis on couvre la cocotte et donc la fumée se répand à l'intérieur. On peut le faire aussi avec 2 culs de poule renversés, scotchés. On peut bricoler aussi. 2 culs de poule renversés, scotchés. Alors là, ça donnera lieu à une nouvelle émission, hein, Johan, parce que là, vu comme ça, j'y arrive pas. En revanche, si vous regardez l'émission et que vous posez la question de la recette des madeleines qui ont ravi l'équipe et en ce moment même le public, elle est évidemment sur le site de France 3, rubrique Midi en France, la page cuisine. Bien sûr. Entre amis pour l'apéro. Ah oui, ça doit faire venir des copains à la maison. Très ludique pour les enfants. J'entends déjà derrière des c'est extra. Ah bah ouais, avec une petite tranche de jambon. Exactement, mais on peut aussi simplifier, faire les asperges et les mettre à côté sur la vinaigrette de sarriette. Asperges parmesan, c'est un grand classique. Avec des copeaux de jambon. Et ça fonctionne bien. Ça fonctionne très bien. Bon, moi, je vais faire un peu de dégustation avec tout ce que j'ai mis dans mon estomac. Vas-y, envoie. Je voudrais remercier Johan Comte, le chef qui était avec nous. Merci. Ce très grand chef. Si vous cherchez son resto, c'est pas difficile. C'est au bord du lac d'Annecy. C'est l'ancien Éridan de Marvera. Voilà, c'est chez Johan Comte. Exactement. C'est là. Voilà, avec ses 2 étoiles bien accrochées maintenant. Je voudrais remercier Stéphane qui est venu parce que. Merci de nous avoir conseillé, Johan, qu'on connaissait. Tu peux pas faire autrement. On voulait te faire plaisir et puis c'est le must. C'est le must. C'est le must absolu. Et puis regardez, c'est un Breton savoyard. Voilà donc. Ah mais tu as raison. Un Breton qui est tombé amoureux de la Haute-Savoie. Mes amis, on sera là demain, bien entendu, toujours au pied des pistes, ici à Samoin, en Haute-Savoie, avec notre belle équipe de Midi en France, pour vous plaire. Bien entendu, d'ici là, on aura consommé moult madeleine et force asperges grillées et fumées. Ah ben ça y est, oui, de son côté, lui, il faut mieux pas filmer dans ce coin-là. Allez les amis, à demain, bon appétit pour déjeuner. Restez sur France 3.